love story, the famous love story in the 18th century, and I wanted to read it, but I will stop talking and I will get into the video. So I will begin saying some quotes and then I will continue my reading. Je sentis à mon trouble croissant que j'allais me perdre et je m'arrêtai. Ah, si du moins je l'eusse pu savourer à mon gré, ce baiser eût été mon dernier soupir et je serais mort le plus heureux des hommes. Le vil mensonge est-il digne d'un cœur où vous régnez? Ah, que je sois malheureux s'il faut l'être. Pour avoir été téméraire, je ne serai ni menteur ni lâche. Et le crime que mon cœur a commis, ma plume ne peut le désavouer. It's so cute. Dès le premier jour que j'eus le malheur de te voir, je sentis le poison qui corrompt mes sens et ma raison. Je le sentis du premier instant, et tes yeux, tes sentiments, tes discours, ta plume criminelle le rendent chaque jour plus mortel. Hélas, combien de fois la pauvre Chaillot m'a-t-elle prédit que le premier soupir de ton cœur ferait le destin de ta vie. Quoi, faut-il que vous embellissiez impunément tandis que vous me méprisez? Faut-il qu'incessamment mes yeux dévorent des charmes dont jamais ma bouche n'ose approcher? I'm very sorry if I have a naive smile, or I don't have the word, but a smile a little bit strange. It's because I really find this book and the quotes very cute and lovely. Le sort pourra bien nous séparer, mais non pas nous désunir. Nous n'aurons plus que les mêmes plaisirs et les mêmes peines, et comme ces aimants dont vous me parliez, qui ont, dit-on, les mêmes mouvements en différents lieux, nous sentirions les mêmes choses aux deux extrémités du monde. Dès cet instant, je vous remets pour ma vie l'empire de mes volontés. Disposez de moi comme d'un homme qui n'est plus rien pour lui-même et dont tout l'être n'a de rapport qu'à vous. I will continue my reading. I am at the letter 13. It's a letter from Julie. Je vous le disais bien que nous étions heureux. Rien ne me l'apprend mieux que l'ennui que j'éprouve au moindre changement d'état. Si nous avions des peines bien vives, une absence de 2 jours nous en ferait-elle tant? Je dis non, car je sais que mon ami partage mon impatience. Il la partage parce que je la sens, et il la sent encore pour lui-même. Je n'ai plus besoin qu'il me dise ces choses-là. Nous ne sommes à la campagne que d'hier au soir. Il n'est pas encore l'heure où je verrai à la ville, et cependant mon déplacement me fait déjà trouver votre absence plus insupportable. Si vous ne m'aviez pas défendu la géométrie, je vous dirais que mon inquiétude est en raison composée des intervalles du temps et du lieu, tant je trouve que l'éloignement ajoute au chagrin de l'absence. J'ai apporté votre lettre et votre plan d'étude pour méditer l'une et l'autre,
confiance en soi-même. Si vous eussiez plié dans vos leçons la philosophie à vos vues, si vous eussiez tâché d'établir des maximes favorables à votre intérêt en voulant me tromper, vous m'eussiez bientôt détrompé, mais la plus dangereuse de vos séductions est de n'en point employer. Du moment que la soif d'aimer s'empara de mon cœur et que j'y sentis naître le besoin d'un éternel attachement, je ne demandais point au ciel de m'unir à un homme aimable, mais à un homme qui eût l'âme belle. Car je sentais bien que c'est de tous les agréments qu'on peut avoir le moins sujet au dégoût, et que la droiture et l'honneur ornent tous les sentiments qui l'accompagnent. Pour avoir bien placé ma préférence, j'ai eu comme Salomon, avec ce que j'avais demandé, encore ce que je ne demandais pas. Je tire un bon augure pour mes autres vœux de l'accomplissement de celui-là, et je ne désespère pas, mon ami, de pouvoir vous rendre aussi heureux un jour que vous méritez de l'être. Les moyens en sont lents, difficiles, douteux, les obstacles terribles. Je n'ose rien me promettre, mais croyez que tout ce que la patience et l'amour pourront faire ne sera pas oublié. Continuez cependant à complaire en tout à ma mère, et préparez-vous au retour de mon père qui se retire enfin tout à fait après 30 ans de service, à supporter les odeurs d'un vieux gentilhomme brusque mais plein d'honneur, qui vous aimera sans vous caresser et vous estimera sans le dire. J'ai interrompu ma lettre pour m'aller promener dans des bocages qui sont près de notre maison. Oh mon doux ami, je t'y conduisais avec moi, ou plutôt je t'y portais dans mon sein. Je choisissais les lieux que nous devions parcourir ensemble. J'y marquais des asiles dignes de nous retenir. Nos cœurs s'épanchaient d'avance dans ces retraites délicieuses. Elles s'ajoutaient au plaisir que nous goûtions d'être ensemble. Elles recevaient à leur tour un nouveau prix du séjour de 2 vrais amants, et je m'étonnais de n'y avoir point remarqué seule les beautés que j'y trouvais avec toi. Parmi les bosquets naturels que forme ce lieu charmant, il en est un plus charmant que les autres, dans lequel je me plais davantage, et où par cette raison je destine une petite surprise à mon ami. Il ne sera pas dit qu'il aura toujours de la déférence, et moi jamais de générosité. C'est là que je veux lui faire sentir, malgré les préjugés vulgaires, combien ce que le cœur donne vaut mieux que ce qu'arrache l'importunité. Au reste, de peur que votre imagination vive ne se mette un peu trop en frais, je dois vous prévenir que nous n'irons point ensemble dans le bosquet sans l'inséparable cousine. À propos d'elle, il est décidé, si cela ne vous fâche pas trop, que vous viendrez nous voir lundi. Ma mère enverra sa calèche à ma cousine. Vous vous rendrez chez elle à 10 heures. Elle vous amènera. Vous passerez la journée avec nous, et nous en retournerons tous ensemble le lendemain, après le dîner. J'en étais ici de ma lettre quand j'ai réfléchi que je n'avais pas pour vous la remettre les mêmes commodités qu'à la ville. J'avais d'abord pensé de vous renvoyer un de vos livres par Gustin, le fils du jardinier, et de mettre à ce livre une couverture de papier dans laquelle j'aurais inséré ma lettre. Mais outre qu'il n'est pas sûr que vous vous avisassiez de la chercher, ce serait une imprudence impardonnable d'exposer à de pareils hasards le destin de notre vie. Je vais donc me contenter de vous marquer simplement par un billet le rendez-vous de lundi, et je garderai la lettre pour vous la donner à vous-même. Aussi bien j'aurai un peu de souci qu'il n'y ait trop de commentaires sur le mystère du bosquet. Lettre 14 à Julie. Qu'as-tu fait, qu'as-tu fait, ma Julie? Tu voulais me récompenser, tu m'as perdu. Je suis ivre, ou plutôt insensé. Mes sens sont altérés, toutes mes facultés sont troublées par ce baiser mortel. Oh. Tu voulais soulager mes mots. Cruel, tu les écris. C'est du poison que j'ai cueilli sur tes lèvres. Il fermente, il embrase mon sang, il me tue, et ta pitié me fait mourir. Ich kissed her. Oh. J'ai kissed him. Oh, souvenir immortel de cet instant d'illusion, de délire et d'enchantement. Jamais,
place, je jouissais d'une apparente tranquillité. Soumis à tes volontés suprêmes, je ne murmurais plus d'un sort auquel tu t'es nié présider. J'avais dompté les fougues saillies d'une imagination téméraire. J'avais couvert mes regards d'un voile et mis une entrave à mon cœur. Mes désirs n'osaient plus s'échapper qu'à demi. J'étais aussi content que je pouvais l'être. Je reçois ton billet. Je vole chez ta cousine. Nous nous rendons à Clarence. Je t'aperçois et mon sang palpite. Le doux son de ta voix y porte une agitation nouvelle. Je t'aborde comme transporté et j'avais grand besoin de la diversion de ta cousine pour cacher mon trouble à ta mère. On parcourt le jardin, l'on dîne tranquillement. Tu me rends en secret ta lettre que je n'ose lire devant ce redoutable témoin. Le soleil commence à baisser. Nous fuyons tout droit dans le bois le reste de ces rayons. Et ma paisible simplicité n'imaginait pas même un état plus doux que le mien. En approchant du bosquet, j'aperçus, non sans une émotion secrète, vos signes d'intelligence, vos sourires mutuels et le coloris de tes joues prendre un nouvel éclat. En y entrant, je vis avec surprise ta cousine s'approcher de moi et d'un air plaisamment, suppliant me demander un baiser. Sans rien comprendre à ce mystère, j'embrassai cette charmante amie et, toute aimable, toute piquante qu'elle est, je ne connus jamais mieux que les sensations ne sont rien que ce que le cœur les fait être. Mais que devins-je un moment après quand je sentis la main me tremble, un doux frémissement, ta bouche de rose, la bouche de Julie, se poser, se presser sur la mienne, et mon corps serré dans tes bras. Non, le feu du ciel n'est pas plus vif ni plus prompt que celui qui vint à l'instant m'embrasser. Toutes les parties de moi-même se rassemblèrent sous ce toucher délicieux. Le feu s'exhalait avec nos soupirs de nos lèvres brûlantes, et mon cœur se mourait sous le poids de la volupté. Quand tout à coup je te vis pâlir, fermer tes beaux yeux, t'appuyer sur ta cousine et tomber en défaillance. Ainsi la frayeur éteignit le plaisir, et mon bonheur ne fut qu'un éclair. À peine sais-je ce qui m'est arrivé depuis ce fatal moment. L'impression profonde que j'ai reçue ne veut plus s'effacer. Une faveur, c'est un tourment horrible. Non, garde tes baisers, je ne les saurais supporter. Ils sont trop âcres, trop pénétrants. Ils percent, ils brûlent jusqu'à la moelle. Ils me rendent très furieux. Un seul m'a jeté dans un égarement dont je ne puis plus revenir. Je ne suis plus le même et ne te vois plus la même. Je ne te vois plus comme autrefois réprimande et sévère, mais je te sens et te touche sans cesse, unie à mon sein, quand tu fuis un instant. Oh Julie, quelque sort que m'annonce un transport dont je ne suis plus maître, quelque traitement que ta rigueur me destine. Je ne puis plus vivre dans l'état où je suis, et je sens qu'il faut que j'expire, qu'il faut enfin que j'expire à tes pieds, ou dans tes bras. Lettre 15 de Julie. Il est important, mon ami, que nous nous séparions pour quelque temps, et c'est ici la première épreuve de l'obéissance que vous m'avez promise. Si je l'exige en cette occasion, croyez que j'en ai des raisons très fortes. Il faut bien, vous le savez trop, que j'en ai pour m'y résoudre. Quant à vous, vous n'en avez pas besoin d'autre que ma volonté. Il y a longtemps que vous avez un voyage à faire en vallée. Je voudrais que vous puissiez l'entreprendre à présent et qu'il ne fait pas encore froid. Quoique l'automne soit encore agréable ici, vous voyez déjà blanchir la pointe de la dent de Jamon. Et dans 6 semaines, je ne vous laisserai pas faire ce voyage dans un pays si rude. Tâchez donc de partir dès demain. Vous m'écrirez à l'adresse que je vous envoie et vous m'enverrez la vôtre quand vous serez arrivé à Sion. Vous n'avez jamais voulu me parler de l'état de vos affaires, mais vous n'êtes pas dans votre patrie. Je sais que vous y avez peu de fortune et que vous ne faites que la déranger ici, où vous ne resteriez pas sans moi. Je puis donc supposer qu'une partie de votre bourse est dans la mienne, et je vous envoie un léger acompte dans celle que renferme cette boîte qu'il ne faut pas ouvrir devant le porteur. Je n'ai garde d'aller au-devant des difficultés. Je vous estime trop pour vous croire capable d'en faire. Je vous défends non seulement de retourner sans mon ordre, mais de venir nous dire adieu. Vous pouvez écrire à ma mère ou à moi,
frissonne à chaque ligne. J'obéirai pourtant, je l'ai promis, je le dois, j'obéirai. Mais vous ne savez pas, non barbare, vous ne saurez jamais ce que tel sacrifice coûte à mon cœur. Ah, vous n'aviez pas besoin de l'épreuve du bosquet pour me le rendre sensible. C'est un raffinement de cruauté perdu pour votre âme impitoyable, et je puis au moins vous défier de me rendre plus malheureux. Vous recevrez votre boîte dans le même état où vous l'avez envoyée. C'est trop d'ajouter l'opprobre à la cruauté. Si je vous ai laissé maîtresse de mon sort, je ne vous ai point laissé l'arbitre de mon honneur. C'est un dépôt sacré, l'unique hélas qui me reste, dont jusqu'à la fin de ma vie, Dieu ne sera chargé que moi seul. Lettre 17, réplique. Votre lettre me fait pitié. C'est la seule chose sans esprit que vous ayez jamais écrite. J'offense donc votre honneur pour lequel je donnerai 1000 fois ma vie. J'offense donc ton honneur, ingrat, qui m'a vu prêt à t'abandonner le mien. Où est-il donc cet honneur que j'offense? Dis-le-moi, cœur rampant, âme sans délicatesse. Ah, que tu es méprisable si tu n'as qu'un honneur que Julie ne connaisse pas. Quoi, ceux qui veulent partager leur sort n'oseraient partager leur bien, et celui qui fait profession d'être à moi se tient outragé de mes dons. Et depuis quand est-il fait de recevoir de ce qu'on aime? Depuis quand est-ce que le cœur donne, déshonore-t-il le cœur qu'il accepte? On méprise un homme qui reçoit un autre, on méprise celui dont les besoins passent la fortune. Et qui le méprise? Des âmes abjectes qui mettent l'honneur dans la richesse et pèsent les vertus au poids de l'or. Est-ce dans ces basses maximes qu'un homme de bien met son honneur, et le préjugé même de la raison n'est-il pas en faveur du plus pauvre? Sans doute il est des tons vils qu'un honnête homme ne peut accepter, mais apprenez qu'il ne déshonore pas moins la main qui les offre, et qu'un don honnête à faire est toujours honnête à recevoir. Or sûrement mon cœur ne me reproche pas celui-ci, il s'en glorifie. Je ne sache rien de plus méprisable qu'un homme dont on achète le cœur et les soins, si ce n'est la femme qui les paye. Mais entre deux cœurs unis, la communauté des biens est une justice et un devoir, et si je me trouve encore en arrière de ce qui me reste de plus qu'à vous, j'accepte sans scrupule ce que je réserve, et je vous dois ce que je ne vous ai pas donné. Ah, si les dons de l'amour sont à charge, quel cœur jamais peut être reconnaissant? Supposeriez-vous que je refuse à mes besoins ce que je destine à pourvoir aux vôtres? Je vais vous donner du contraire une preuve sans réplique. C'est que la bourse que je vous renvoie contient le double de ce qu'elle contenait la première fois et qu'il ne tiendrait qu'à moi de la doubler encore. Mon père me donne pour mon entretien une pension, modique à la vérité, mais à laquelle je n'ai jamais besoin de toucher, tant ma mère est attentive à pourvoir à tout, sans compter que ma broderie et ma dentelle suffisent pour m'entretenir de l'une et de l'autre. Il est vrai que je n'étais pas toujours aussi riche. Les soucis d'une passion fatale m'ont fait depuis longtemps négliger certains soins auxquels j'employais mon superflu. C'est une raison de plus d'en disposer comme je fais. Il faut vous humilier pour le mal dont vous êtes cause, et que l'amour expie les fautes qu'il fait commettre. Venons à l'essentiel. Vous dites que l'honneur vous défend d'accepter mes dons. Si cela est, je n'ai plus rien à dire, et je conviens avec vous qu'il ne vous est pas permis d'aliéner un pareil soin. Si donc vous pouvez me prouver cela, faites-le clairement, incontestablement et sans vaine subtilité, car vous savez que je hais les sophismes. Alors vous pouvez me rendre la bourse, je la reprends sans me plaindre, et il n'en sera plus parlé. Mais comme je n'aime ni les gens pointilleux, ni le faux point d'honneur, si vous me renvoyez encore une fois la boîte sans justification, ou que votre justification soit mauvaise, il faudra ne nous plus voir.
approcher, je n'ai rien vu que vous et ne puis vous peindre que Julie. Les puissantes émotions que je viens d'éprouver coup sur coup m'ont jeté dans des distractions continuelles. Je me sentais toujours où je n'étais point. À peine avais-je assez de présence d'esprit pour suivre et demander mon chemin, et je suis arrivée à Sion sans être partie de Vevey. C'est ainsi que j'ai trouvé le secret d'éluder votre rigueur et de vous voir sans vous désobéir. Oui, cruel, quoi que vous ayez su faire, vous n'avez pu me séparer de vous tout entier. Je n'ai traîné dans mon exil que la moindre partie de moi-même. Tout ce qu'il y a de vivant en moi demeure auprès de vous sans cesse. Il erre impunément sur vos yeux, sur vos lèvres, sur votre sein, sur tous vos charmes. Il pénètre partout comme une vapeur subtile, et je suis plus heureux en dépit de vous que je ne fus jamais de votre gré. J'ai ici quelques personnes à voir, quelques affaires à traiter, voilà ce qui me désole. Je ne suis point à plaindre dans la solitude, où je puis m'occuper de vous et me transporter au lieu où vous êtes. La vie active qui me rappelle à moi tout entier m'est seule insupportable. Je vais faire mal et vite pour être promptement libre et pouvoir m'égarer à mon aise dans les lieux sauvages qui forment à mes yeux les charmes de ce pays. Il faut tout fuir et vivre seul au monde quand on y peut vivre avec vous. Lettre 19 à Julie. Rien ne m'arrête plus ici que vos ordres. 5 jours que j'y ai passés ont suffi et au-delà pour mes affaires. Si toutefois on peut appeler des affaires celles où le cœur n'a point de part. Enfin, vous n'avez plus de prétexte et ne pouvez me retenir loin de vous qu'afin de me tourmenter. Je commence à être fort inquiet du sort de ma première lettre. Elle fut écrite et mise à la poste en arrivant. L'adresse en est fidèlement copiée sur celle que vous m'envoyâtes. Je vous ai envoyé la mienne avec le même soin, et si vous aviez fait exactement réponse, elle aurait déjà dû me parvenir. Cette réponse pourtant ne vient point, et il n'y a nulle cause possible et funeste de son retard que mon esprit troublé ne se figure. Oh ma Julie, que d'imprévues catastrophes peuvent en 8 jours rompre à jamais les plus doux liens du monde. Je frémis de songer qu'il n'y a pour moi qu'un seul moyen d'être heureux, et des millions d'êtres misérables. On me dira que c'est le devoir d'un éditeur de corriger les fautes de langue, ou bien pour les éditeurs qui font cas dans cette correction, oui bien pour les ouvrages dont on peut corriger le style sans le refondre et le gâter, oui bien quand on est assez sûr de sa plume pour ne pas substituer ses propres fautes à celles de l'auteur. Et avec tout cela, qu'aura-t-on gagné à faire parler en Suisse, un Suisse comme un académicien? Julie, m'auriez-vous oublié? Ah, c'est la plus affreuse de mes craintes. Je puis préparer ma constance aux autres malheurs, mais toutes les forces de mon âme défaillent en seul soupçon de celui-là. Je vois le peu de fondement de mes alarmes et ne saurais les calmer. Le sentiment de mes mots s'écrit sans cesse loin de vous, et comme si je n'en avais pas assez pour m'abattre, je m'en forge encore d'incertain pour irriter tous les autres. D'abord, mes inquiétudes étaient moins vives. Le trouble d'un départ subit, l'agitation du voyage, donnait le change à mes ennuis. Ils se raniment dans la tranquille solitude. Hélas, je combattais à faire bordel, à percer mon sang. Et la douleur ne s'est fait sentir que longtemps après la blessure. Sans voix, en lisant des romans, j'irrite des froides plaintes des amants sur l'absence. Ah, je ne savais pas alors à quel point la vôtre un jour me serait insupportable. Je sens aujourd'hui combien une âme paisible est peu propre à juger des passions, et combien il est insensé de rire des sentiments qu'on n'a point éprouvés. Vous le dirai-je pourtant, je ne sais quelle idée consolante et douce tempère en moi l'amertume de votre éloignement, en songeant qu'il s'est fait par votre ordre. Les mots qui me viennent de vous me sont moins cruels que s'ils m'étaient envoyés par la fortune. S'ils servent à vous contenter, je n'oserais pas ne les point sentir. Ils sont les garants de leur dédommagement, et je connais trop bien votre âme pour vous croire barbare à pure perte. Si vous voulez m'éprouver, je n'en murmure plus. Il est juste que vous sachiez si je suis constant, patient, docile, digne en un mot des biens que vous me réservez. Dieu, si c'était là votre idée, je me plaindrais de trop peu souffrir. Ah non, pour nourrir dans mon cœur une si douce attente, inventez s'il se peut des mots mieux proportionnés à leur prix. Lettre 20 de Julie.
reçois à la fois vos 2 lettres et je vois par l'inquiétude que vous marquez dans la seconde sur le sort de l'autre que quand l'imagination prend les devants, la raison ne s'hâte pas comme elle et souvent la laisse aller seule. Pensâtes-vous en arrivant à Sion qu'un courrier tout près n'attendait pour partir que votre lettre, que cette lettre me serait remise en arrivant ici et que les occasions ne favoriseraient pas moins ma réponse? Il n'en va pas ainsi, mon bel ami. Vos 2 lettres me sont parvenues à la fois, parce que le courrier, qui ne passe qu'une fois la semaine, n'est parti qu'avec la seconde. Il passe à présent 2 fois. Il faut un certain moment pour distribuer les lettres. Il envoie mon commissionnaire pour me rendre la mienne en secret, et le courrier ne retourne pas d'ici le lendemain du jour qu'il est arrivé. Ainsi tout bien calculé, il nous faut 8 jours, quand celui du courrier est bien choisi, pour recevoir réponse l'un de l'autre, ce que je vous explique afin de calmer une fois pour toutes votre impatiente vivacité. Tandis que vous déclamez contre la fortune et ma négligence, vous voyez que je m'informe adroitement de tout ce qui peut assurer notre correspondance et prévenir vos perplexités. Je vous laisse à décider de quel côté sont les plus tendres soins. Ne parlons plus de peine, mon bon ami. Respectez et partagez plutôt le plaisir que j'éprouve, après 8 mois d'absence, de revoir le meilleur des pères. Il arriva jeudi au soir, et je n'ai songé qu'à lui depuis cet heureux moment. Ô toi que j'aime le mieux au monde après les auteurs de mes jours, pourquoi tes lettres, tes querelles viennent-elles contrister mon amour, mon âme et troubler les premiers plaisirs d'une famille réunie? Tu voudrais que mon cœur s'occupât de toi sans cesse. Mais dis-moi, le tien pourrait-il aimer une fille dénaturée à qui les feux de l'amour feraient oublier les droits du sang et que les plaintes d'un amant rendraient insensible aux caresses d'un père? Non, mon digne ami, n'empoisonne point par ta juste reproche l'innocente joie que m'inspire un si doux sentiment. Toi dont l'âme est si tendre et si sensible, te conçois-tu point quel charme c'est de sentir dans ces purs et sacrés embrassements le sein d'un père palpiter d'aise contre celui de sa fille? Ah, crois-tu qu'alors le cœur puisse un moment se partager et rien dérober à la nature? Ou sometimes there are quotes in Italian and there is a quote in Italian, but I don't speak Italian and my accent is very, very bad, so I apologize for the following sentence. Sol ci son figlia, io mi rammento adesso. There is a note for the translation, I think. Tout ce dont je me souviens en ce moment, c'est que je suis sa fille. C'est un vers de Métastase. Ne pensez pas pourtant que je vous oublie. Oublia-t-on jamais ce qu'on a une fois aimé? Non, les impressions plus vives qu'on suit quelques instants n'effacent pas pour cela les autres. Ce n'est point sans chagrin que je vous ai vu partir. Ce n'est point sans plaisir que je vous verrai de retour. Mais prenez patience ainsi que moi, puisqu'il le faut sans en demander davantage. Soyez sûr que je vous rappellerai le plus tôt qu'il sera possible, et pensez que souvent tel qu'il se plaint bien haut de l'absence n'est pas celui qui en souffre le plus. I will end this video there with a letter from Julie, because I think between the two characters I rather prefer Julie than Saint-Preux, her lover, because I don't know, he is very impatient